Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 65. Et dans cette chronique, je vous invite à penser la crise contemporaine. Aujourd'hui, énormément d'ouvrages sortir, surtout dans le monde anglo-saxon, concernant effectivement la problématique d'une crise économique à venir. Et donc, on voit une pléthore d'ouvrages, tous se contredisant les uns les autres, ce qui est après tout normal puisque chacun a sa conception. Alors je dirais que, selon l'approche libérale, l'économie de marché ne peut spontanément entrer en crise. C'est un fait. Bien entendu, si un déséquilibre se manifeste, et je dirais même c'est en raison d'une intervention extérieure, et donc les libéraux, d'une manière générale, estiment que la crise actuelle est la conséquence, je dirais, de l'intervention des autorités américaines qui, au nom de l'accès de tous à la propriété, est encouragé, je dirais, ou encouragé l'attribution de crédits immobiliers aux ménages des pauvres. Alors, me direz-vous, lorsque ces ménages se sont retrouvés surendettés, ils ont pu, bien évidemment, rembourser leurs crédits. Et ce qui a, in fine, précipité l'effondrement du marché immobilier et des banques. La crise, finalement, au fond, résulterait donc d'une intervention politique contrariant le bon fonctionnement du marché. Alors à l'inverse, si on pouvait faire une analyse de ceux qui ont une notion un peu différente, tout en étant bien entendu libéral, mais moins ultra-libéral, ce qu'on pourrait définir comme étant les novateurs, les disciples de l'école keynésienne, donc à l'inverse, bien entendu, les keynésiens, et même, ma foi, le renouveau des penseurs marxistes, faisant table rase ou faisant fi, effectivement, de beaucoup de déviations pour essayer de recentrer le tir dans sa vraie réalité, ses vraies valeurs, que peut être l'analyse économique. Et donc, je disais que ces deux acteurs, donc les keynésiens et les marxistes, insistent sur le fait que l'économie de marché est fondamentalement instable. Ils pointent le caractère déséquilibré du mode de croissance qui aujourd'hui est dirigé par la locomotive américaine, puisque c'est elle qui décide effectivement quelle est la direction à prendre, quelles sont les stations d'arrêt, et en définitif, quel est le but et quelle est la gare poste restante. Alors, je dirais que, in fine, étant donné que aujourd'hui nous sommes intégrés par différents traités, différentes occurrences aux États-Unis, nous pouvons y glisser également dans, je dirais, le deuxième compartiment de la locomotive, l'Europe. Et ça, bien entendu, je le dis, sous contrôle de l'actualité, puisqu'on peut considérer que ces dernières années, où les salaires n'augmentent pas aussi vite que les richesses produites, certes, ne mettons pas l'endettement qui a permis un temps de masquer cet écart entre offre et demande, en permettant bien entendu aux ménages d'acheter les marchandises produites par les entreprises. Alors, bien entendu, ce système n'a qu'un temps. Et c'est en cela qu'effectivement, Keynes et Marx définissent que ce système n'était pas viable.
le moment où les ménages ne pourraient plus continuer à s'endetter, eh ben, finalement la chose est arrivée. Toutefois, je tiens à préciser que les marxistes se distinguent des keynésiens en insistant sur le rôle central de la finance dans ces évolutions. Si les entreprises ont autant lutté contre la hausse des salaires, c'est notamment parce qu'elles étaient soumises, je dirais, une recherche de rentabilité maximum à court terme imposée par, bien entendu, les actionnaires. De plus, la dérégulation de la finance porte en elle-même les crises, je dirais même le relâchement des contraintes et des contrôles ayant par exemple encouragé les comportements de fraude, voire même, le mot est encore, je dirais, très éloigné, je dirais même les comportements de corruption. Enfin, le pouvoir de la finance est également un pouvoir politique, ne l'oublions pas. Aujourd'hui, nous pouvons considérer que l'économie est bien entendu adjacent aux politiques et qui, inévitablement, pèse considérablement sur le processus, je dirais, législatif. De ce fait, l'analyse marxiste pointe la nécessité de domestiquer la finance. Quand les keynésiens recommandent surtout des plans d'investissement comme solution à la crise. Enfin, je dirais également que l'approche humaine et écologique relève l'insoutenabilité du mode de croissance actuel. Pour ces économistes, les hausses des prix des matières premières, en cas d'espèce le pétrole, et de l'alimentation ont joué un rôle majeur dans le déclenchement de la crise en affectant le pouvoir d'achat des ménages, ce qui, in fine, je dirais, a réduit leur consommation et précipité l'économie dans la récession. Mais je tiens à vous faire remarquer surtout que cette crise était inscrite dans le mode de fonctionnement actuel de l'économie, qui repose sur une surexploitation des ressources naturelles et qui, fatalement, délite le lien social. Il est donc nécessaire de passer à un mode de développement soutenable sur le plan écologique, humain et social. Alors comme on peut le voir dans différentes, je dirais, représentations présentées aujourd'hui dans différents ouvrages, chacune bien entendu, je dirais, apporte leur pierre à l'édifice afin de comprendre la crise. Elles sont en partie complémentaires. Ainsi, la crise, elles sont, je dirais, définies par un nouveau mode d'exercice, de réflexion, car la crise force certains à essayer de trouver d'autres voies subsidiaires ou même parallèles. On peut même partir du fait que la politique, cas d'espèce, du gouvernement américain a alimenté des déséquilibres de marché. Puis, replacer cette observation dans un contexte plus large de l'insuffisance des revenus des salariés, ce qu'on pourrait définir en termes économiques, le circuit. Faire un pas de plus en expliquant ce déséquilibre par la domination de la finance, ce qu'on pourrait qualifier également de pouvoir, pour finalement rappeler le caractère socialement et écologiquement insoutenable de nos économies, de ce qu'on qualifierait de société et environnement. Cependant, les représentations de l'économie ne sont pas des poupées russes que l'on pourrait emboîter. En effet, chaque approche repose sur une façon de penser la réalité. Et c'est là où le bât blesse. Chacun, en fonction de sa réussite ou de son échec,
pense la réalité. Je dirais de ce point de vue, nous sommes en présence de représentations concurrentes du monde, ainsi que le montre, par exemple, l'indice ou la question du chômage. Alors bien entendu, nous en arrivons inexorablement aux représentants, aux représentations qui s'opposent. Alors, pour les libéraux, si les entreprises n'embauchent pas, c'est d'abord, je dirais, en raison du poids de la législation qui les contraint dans leurs décisions d'embauche et de licenciement. Nous avons l'exemple du Code du travail en France qui est, selon le patronat, un frein à la bonne marche du développement du travail. Bon. Ensuite, le second accusé est le coût du travail jugé trop élevé. Il conviendrait par exemple de revenir à la semaine de 35 heures et de faciliter les licenciements, tout en réduisant les cotisations sociales, à leur appeler bien entendu charge. Une telle politique accroîtrait la compétitivité des entreprises qui pourraient alors exporter et développer l'emploi. A l'inverse, selon l'approche keynésienne, si les salaires diminuent, la consommation diminue également, voire même s'effondre. Et in vitro, je dirais, le chômage est la conséquence de son augmentation. La baisse du coût de travail précipite l'ensemble des pays dans une course frénétique à l'abîme, où chacun essaye de réduire le coût du travail, je dirais plus rapidement que ses voisins. Pour les keynésiens, il faut investir dans l'éducation, les infrastructures et bien entendu la recherche. Cela permettra à long terme d'accroître la qualité des produits et à court terme de stimuler la demande, ce qui poussera, je dirais, les entreprises à embaucher, voire même à investir à leur tour. Pour les marxistes, la cause première du chômage est un partage des richesses défavorable aux salariés, les profits ayant atteint des niveaux sans précédent. Je dirais qu'il serait donc possible d'accroître les salaires en réduisant les dividendes, voire même, on pourrait dire cela, en limitant sévèrement les plus hautes rémunérations. Les économistes marxistes, comme Paul Bocara par exemple, souhaitent mieux protéger les salariés dans leur emploi et accroître leur pouvoir de décision. Enfin, il faudrait, selon eux, mettre fin à la capture de l'État par des groupes d'intérêts privés tels que la finance ou la filière nucléaire et assurer le contrôle public des grandes fonctions économiques, ce qu'on qualifie bien entendu comme l'énergie, le logement, la finance, l'éducation, le transport, la santé, et la liste serait longue et fastidieuse. Enfin, tout comme les keynésiens, les économistes, écologistes estiment que la hausse de l'emploi nécessite de vastes investissements collectifs, notamment dans l'isolation, la production d'énergie et des transports. Mais surtout, ils insistent sur la nécessité de transformer d'une façon radicale nos modes de vie en réduisant le temps de travail et en développant des circuits locaux de consommation. Bien entendu, tout cela encourageant des réseaux de solidarité, en construisant des biens durables. En effet, je dirais que cette approche, reproche aux keynésiens et aux marxistes de faire de la croissance et de l'intervention de l'État, par exemple, la solution à tous les problèmes. Quand il faut rompre avec le productivisme et permettre à la société de se défendre et fatalement de s'organiser elle-même. Alors, je dirais qu'avec cette dernière représentation, on s'éloigne le plus possible de l'approche marchande qui a constitué notre point de départ. Essayons de voir par exemple une représentation alternative. Bien entendu, certains spécialistes
ou certains économistes dans ce domaine essayent de penser une alternative à la crise actuelle pour donner un autre mode de pensée et changer un petit peu, je dirais, l'esprit qui peut régner dans les universités, les institutions internationales, ou même, je dirais, au niveau plus local, ce qu'on pourrait qualifier, définir comme les ministères. De même, dans le débat public, il est en général, je dirais, demandé aux hommes et à la nature de se plier aux exigences de l'économie. Alors, comme le disait par exemple Polanyi, qui était un grand penseur, le libéralisme économique s'est développé en une véritable foi selon laquelle la société économique est soumise à des lois qui ne sont pas humaines. Nous avons donc, je dirais, dévidé la pelote libérale pour essayer de comprendre un petit peu les différentes alternatives, les différents modes de pensée entre ceux qui aujourd'hui tiennent le marché, ceux qui voudraient le réguler et ceux qui finalement, au fond, voudraient le contraindre à une autre logique. Alors on arrive, je dirais, progressivement à prendre les questions par le bon bout, celui par exemple de l'épanouissement individuel, de l'harmonie de la société et du respect de la nature. Je tiens à préciser que le modèle ainsi, je dirais, que nous pouvons essayer d'obtenir, qui n'en est que balbutiant. Tout d'abord, la représentation en termes de circuit fournit la représentation de base de l'économie, que l'on conservera ensuite, celle des flux monétaires entre les principales institutions économiques, à savoir bien entendu l'État, les banques, les entreprises, et en dernier lieu, les ménages. Alors à cette représentation en deux dimensions, on y ajoute ensuite la dimension verticale des rapports de pouvoir, ce qui existe à la fois au sein de chaque institution entre elles quand elles communiquent. On obtient ainsi une représentation de l'économie alliant de circulation des richesses, qu'on appelle les circuits, comme je l'ai bien expliqué tout à l'heure, et fatalement l'inégalité, qui est une des constantes, effectivement, du pouvoir. Puis, je dirais, on replace cette vision de l'économie dans le cadre plus large. Il faut alors, je dirais, ajouter les relations entre le circuit et l'environnement naturel, en faisant apparaître les entrées de matières premières et d'énergie, et les rejets, automatiquement les conséquences de la pollution, ce qu'on appelle les rejets polluants. Alors au flux monétaire habituel s'ajoutent des flux d'énergie, puis on enrichit la définition de chaque agent économique en remarquant que les entreprises sont aussi, je dirais, des communautés humaines, que les individus ne sont pas que des consommateurs ou des travailleurs, et qu'ils existent de nombreuses relations de solidarité, de coopération, que les flux monétaires ne peuvent effectivement mesurer. Alors, je dirais au terme de cette petite démarche sans prétention, on obtient un modèle de l'économie dans lequel, je dirais, l'approche en termes de marché passe, je dirais, passe du statut de représentation dominante à celui de représentation subordonnée. Alors certes, j'entends encore certains me dire oui, mais le marché de la tomate existe toujours, mais il est désormais replacé dans le circuit. Les consommateurs ont-ils un revenu suffisant pour acheter des tomates, par exemple, en tout cas d'espèces? Je prends cette forme d'exemple. Alors, de même que je dirais que les rapports de pouvoir, par exemple, entre producteurs et grande distribution, ou entre employeurs et salariés, sont pris en compte, bien entendu. Enfin, l'analyse inclut les aspects environnementaux, on pourrait définir comme la qualité des produits, la pollution, la soutenabilité. Ainsi, je dirais que nous disposons d'un guide d'analyse économique complet qui nous permet de proposer une alternative globale au modèle ultralibéral. Alors, la force du raisonnement marchand tient à sa capacité à fournir à la fois une philosophie générale, le libéralisme, et un outil d'analyse,
tout terrain applicable à tout problème économique et social. Il faut donc proposer, je dirais, une représentation économique capable de remplacer sur ces deux plans. Et à mon sens, ce que nie le keynésianisme, et ma foi, ni les analyses classicistes, marxistes, n'ont pu faire dans le passé. L'approche keynésienne était une gestion pragmatique des déséquilibres, de la macroéconomie, on s'entend, qui fournissait ni philosophie générale, ni analyse des marchés particuliers. Elle répondait à une période bien définie. À une époque où, je dirais, le marxisme a pu constituer cette alternative, mais ceux qui en avaient la responsabilité dans certains États, certaines périodes, ont échoué pour différentes raisons que j'ai pu expliquer dans des audios précédentes. Et en partie, je dirais, soyons honnêtes, à cause de son orientation économiciste. Aujourd'hui, je dirais qu'il nous semble important que l'analyse humaine et environnementale, héritée de Polanyi, propose une alternative cohérente. Elle propose tout d'abord une vision du monde, de la société, qui donne une place à chacun, je dirais, à la société et à notre environnement. De plus, elle propose des indicateurs qualitatifs, absents des autres analyses, ce qui lui permet de nourrir un débat sur des différentes formes de production ou d'échanges souhaitables et efficaces. Enfin, pour terminer, elle inspire et se nourrit des multiples initiatives déjà à l'œuvre au nord comme au sud, en faveur d'une agriculture responsable, de monnaie locale, de logements accessibles et durables, de réseaux de soins, de finances solidaires, de coopératives de production. Alors effectivement, nous disposons donc d'ores et déjà d'outils intellectuels et pratiques nous permettant au niveau local, national, européen, voire mondial, de mettre l'économie au service de l'homme, de la société, de la nature. Cependant, pour que ce projet se concrétise, il faut, comme le disait par exemple Keynes, commencer par échapper à cette idée ancienne qui est le libéralisme. C'est à quoi, je dirais, cet audio essaye de contribuer. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté dans cet audio. Je vous dis à une chronique, excusez-moi, une chronique prochaine, la prochaine chronique. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à plus tard.